fait, j'ai entrepris au départ de Bretagne de faire le tour du monde qu'avait fait Magellan en 1519, qu'il avait entrepris en 1519 à partir de Séville. Et donc je voulais refaire le même parcours un petit peu. Ça me permet aussi de rendre hommage aux grands navigateurs, qui n'étaient pas non plus des gens parfaits, parce que ça a été quand même chaud, il y a eu des dégâts considérables, collatéraux et autres. Et puis aussi, mon bateau s'appelle Juan Elcano, puisque Juan Elcano, c'est le premier capitaine qui a fait le tour du monde à la voile, puisque Magellan, lui, ne l'a pas fait. Il est mort aux Philippines, il est parti faire une escarmouche de manière parfaitement stupide, et il s'est fait tuer, Magellan. Et donc, ce n'est pas lui qui a fait le premier, ce qu'on appelle une circumnavigation, c'est-à-dire que je pars d'un endroit, je reviens avec mon bateau au même endroit. C'est un gars de son équipe, qui s'appelle Juan Elcano, un basque espagnol qui l'a fait. Et du coup, j'ai appelé mon bateau Juan Elcano pour rendre hommage un peu à ce gars-là, qui est passé aux oubliettes de l'histoire, quoi. En fait, c'est très simple, si vous voulez. Les grandes découvertes, Magellan, c'est le monde d'aujourd'hui qui s'est mis en place. Avant, c'était simple. Les marchandises d'Asie, d'Inde, la cannelle, le poivre, la girofle, etc., venaient en Europe par les marchands arabes, par les Indiens, les Malais, les marchands arabes qui avaient traversé la péninsule. Et après, c'était Venise qui avait quasiment l'exclusivité là-dessus. Et Venise avait une position dominante de manière assez incroyable. D'ailleurs, Venise est très très intéressante au niveau politique comme histoire, parce que Venise a tenu pendant 1000 ans. Je ne sais pas si beaucoup de structures ont tenu pendant 1000 ans, mais la structure que les Vénitiens ont mis en place a tenu 1000 ans. Et ça, il faut le faire, et c'est d'ailleurs Napoléon qui l'a foutu en l'air. Bref, donc les grandes découvertes et Magellan, c'est là quand, en fin de compte, Bartolomé Diaz, un Portugais, a fait le tour de l'Afrique. Après, il y a une mutinerie, il a dû rentrer, mais il a vu qu'on pouvait faire le tour. 10 ans après, Vasco de Gama part de Lisbonne et fait le tour. Et en fait, là, ça y est, la mondialisation se met en place. Puisque du coup, les épices vont venir non pas par les Malais et les Arabes Venise, mais ils vont venir avec les Portugais. Et donc, le monde s'ouvre. Le monde d'aujourd'hui s'est ouvert avec les grandes découvertes à cette époque-là. En plus, il y a eu l'imprimerie, juste un peu avant. Il faut dire aussi que les Ottomans avaient pris Constantinople, donc avaient bloqué tout le commerce, tout ce trajet-là, etc. Et en fait, si vous voulez, il y a eu aussi, Copernic, qui a mis en place, parce qu'à l'époque, en fin de compte, les gens, on a tort de croire que les gens croyaient que la Terre était plate, non. Enfin, globalement, les érudits pensaient que la Terre était ronde, mais que d'ailleurs, l'Église exigeait ça. La Terre était au centre de l'univers. Et Copernic, lui, il a compris que non, qu'elle tournait autour du Soleil. Et ça, c'était pendant que Magellan s'en va, Copernic met au point sa théorie là-dessus, sur l'héliocentrisme. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est une époque, une révolution. Toute l'organisation sociale, ces pays, cette Guyane, tout ça, est issu de ce monde, de cette époque-là. Tout s'est jeté en place. En fin de compte, on croit que des fois, les choses sont complexes. En fait, elles sont très simples. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau je ne vais pas durer pendant 3 semaines, mais les gens étaient chasseurs-cueilleurs. Après, ils se sont sédentarisés. Il y a eu des lois, il y a eu des terrains, il y a eu des bornages. C'est à moi, c'est pas à toi. Il faut le défendre des avocats, etc. Bon. Et ça a été un problème. Et ensuite, si vous voulez, quand les Portugais ont commencé à mettre le nez dehors, et en fait, le monde a commencé réellement en 1436 exactement, quand il y a un Portugais qui est revenu, qui a passé le cap Bojador au sud des Canaries, qui était interdit de naviguer là par l'Église catholique. Et donc, il est passé, et comme en fin de compte, il y avait des récifs qui s'étendaient au loin, les gens pensaient que les eaux bouillonnaient, qu'on devenait noir, qu'il y avait même des îles magnétiques qui arrachaient les clous des navires. Et le type, il passe et il revient au Portugal en 1436 et il dit « Mais c'est cool là-bas, on navigue comme chez nous, et les gens sont sympas et ils sont dans des huttes. » En 1444, 8 ans après, la première cargaison d'esclaves arrivait à Lagos, au Portugal. Ils n'ont pas mis longtemps à comprendre que les mecs qui ne pouvaient pas se défendre, on pouvait leur mettre sur la tête, les prendre et les vendre. Et donc, ce monde-là est parti. Et après, donc, ils ont continué à descendre le long de l'Afrique, à faire le tour de l'Afrique, à arriver aux Indes et tout, et à faire fortune inouïe, avec le commerce des esclaves, avec le sucre, etc., et avec les épices en 3e lieu. Et donc, quelque part, les Espagnols, qui voyaient vraiment les portes, parce que quand même, Espagne-Portugal, c'est super proche. Hein. Et donc, les Espagnols voyant ça, ils ont essayé de dire, puisqu'en fin de compte, ils avaient partagé le monde en deux. Le monde a été partagé en deux
en 1479 par le traité d'Alcaçovas. Et qui a dit que, en fin de compte, les pays, Espagne, Portugal, parce que les autres n'avaient pas de flotte à l'époque. Ils se mettaient sur la tête entre eux pour récupérer des terres en Europe, partout. Mais en fin de compte, les Français, les Pays-Bas étaient sous le contrôle de l'Espagne à l'époque. Les Anglais n'avaient pas de flotte capable d'aller au large comme ça. Et donc, quelque part, c'était Portugal-Espagne. Et avec l'accord du pape, ils ont signé ce traité qui est la base de tous les traités, le traité d'Alcaçovas en 1479, qui a dit qu'en fin de compte, ils pouvaient dominer les terres et les populations qu'ils découvraient. Tordesillas en 94, c'est à la suite de Christophe Colomb, qui est parti en 92 et qui a découvert l'Amérique. Et en fin de compte, là, ils ont eu besoin de délimiter le terrain de jeu. Et ils ont tracé une ligne dans l'Atlantique. Et ils ont fait ça pour le traité de Tordesillas, où les Portugais ont roulé les Espagnols dans la farine. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, quelque part, le problème d'Alcaçovas en 79 est très intéressant. Parce qu'en 1885, 400 ans après, il y a la conférence de Berlin, où l'Europe se partage l'Afrique. En 1885, 400 ans après. En 1479, les nations capables de naviguer avec la bénédiction du pape se partagent le monde qu'ils vont découvrir et les populations. Les ravages qui sont faits, les populations déportées, les gens violés, les gens qui sont, vous voyez, tout l'esclave, ce business incroyable. Et Versailles a été financé avec quoi? Avec le sang des Africains, il faut être clair quand même. La galerie des glaces et tout, c'est qui? C'est le sang des Africains qui l'a payé ça. Louis XIV, comme il a fait son pognon avec ça. Il faut le savoir ça aussi, on ne nous apprend pas ça à l'école, c'est dommage. Vous voyez, moi je suis marin, etc. Donc les grands navigateurs, oui, c'est super. Non. Enfin, les mecs, c'était quand même le pognon, quoi. En fait, le monde est dirigé par une seule loi, en fait, qui est mère de toutes les lois, c'est celle du plus fort. Le gars qui démontre le contraire, il est balèze, parce qu'il ne peut pas démontrer le contraire. Tout le temps, c'est la loi du plus fort qui a fait, vous voyez. Et donc, quelque part, toutes ces navigations ont été accompagnées, évidemment, de prise de contrôle de population, de prise de contrôle de terre. Je suis peut-être très long, excusez-moi, hein, mais Stéphane Zweig, il a écrit le bouquin qui est le plus lu en France sur Magellan. Il dit comme ça que quand Magellan s'est arrêté aux Canaries, c'était les derniers moments en 1519, où il mettait les pieds sur la mère patrie. Stéphane Zweig, il écrit ça. Il faut savoir qu'il était juif et qu'il a souffert, Stéphane Zweig. Et que donc, quelque part, il sait ce que les gens ont pu souffrir. Et donc, quand il écrit que Magellan met les pieds aux Canaries sur la mère patrie, il oublie de dire une chose, c'est qu'il n'y a même pas 20 ans que les derniers Guanches, les habitants des Canaries, ont été massacrés par les Espagnols. Alors la patrie espagnole, la patrie espagnole aux Canaries, elle n'a même pas 20 ans. Ils ont mis 50 ans, si ce n'est pas 70, à se débarrasser, à exterminer les Indiens les habitants des Canaries qui s'appelaient les Guanches. Ils avaient réussi à récupérer les îles comme Lanzarote et puis Fuerteventura qui était un petit peu latérale, mais les grandes îles comme les Grandes Canaries, Tenerife et tout, qui étaient tenues par les Guanches, les Espagnols se sont ramassés des tôles. Et il a fallu qu'ils mettent vraiment le paquet pour arriver à... Et Stéphane Zweig, il écrit « La mère patrie », que Magellan est content de fouler le sol de la mère patrie. Le sol de la mère patrie, les Canaries, ça n'a jamais été la patrie des Espagnols. Donc excusez-moi, tout ça pour dire que, en fin de compte, on ne peut pas non plus, on peut pas dire, les grands navigateurs, on ne peut pas occulter ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé avec Magellan, lui n'est pas pire que les autres. Il a menti à tout le monde, c'est tout, mais enfin c'est un menteur, enfin il s'est débrouillé, il a bien fait son business. Et il a pété les plombs, et puis donc c'est là qu'il s'est fait tuer. Mais en fin de compte, toutes ces grandes navigations ont été accompagnées de bouleversements, de malheurs, de vols, de viols, d'appropriation, et ont jeté les bases du monde d'aujourd'hui.